Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde. On va parler de data, peut-être un petit peu d'IA, on va voir, et surtout de territoire. Jacques l'a dit dans sa keynote d'ouverture. Là, c'est vraiment une session dédiée au territoire. On va parler des petites et des moyennes collectivités. On va parler de data, on va parler d'algorithmes, on va parler probablement de smart city, de capteurs, de territoires connectés. Quand on parle de ça, souvent on pense aux grandes villes, on pense aux métropoles, on pense à Nantes évidemment, on pense à Rennes, Lille, Paris, Lyon, que sais-je, mais on pense beaucoup moins aux petites structures. Et à raison, puisque l'enquête Data Publica de 2022, qui était consacrée aux données dans les collectivités, montrait que 57% des communes de plus de 100 000 habitants avaient mené une expérimentation, enfin au moins une, lors des 2 dernières années sur la data ou sur de l'IA. Le chiffre tombait à 18% pour les communes de moins de 10 000 habitants et on chutait à 6% dans les communes de moins de 3 500 habitants. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'expérience chez les gros, mais chez les petits, c'est plus compliqué. Pourtant, il se passe des choses et on va donner des exemples. Il y a des dispositifs pour aider les collectivités. Il y a des acteurs, il y a des accompagnements, donc on va en parler. Donc si les collectivités veulent se lancer, expérimenter, ouvrir des données, il y a des choses à faire. Et puis il y a des gens qui sont là aussi pour les soutenir dans cette démarche. Pour évoquer ces sujets, je vous présente mes invités. Éric Ferrari, vous êtes à côté de moi. Vous êtes directeur de l'aménagement du numérique de la collectivité de Corse. Bonjour. Oui, bonjour. Jeanne Carès-Deboc, vous êtes responsable du programme Innovation territoriale et Smart City à la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Guillon, vous êtes responsable de la qualité de la donnée à la région Pays de Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, merci à vous trois d'abord d'être là avec nous. Pour commencer, je vous propose tout de suite de plonger au cœur du sujet et je vais vous emmener en Corse, dans le village de Cozzano, et c'est Éric Ferrari qui va en parler beaucoup mieux que moi. Alors la commune, d'après Wikipédia en tout cas, compte 282 habitants, donc on est vraiment sur une très petite collectivité, milieu rural. Et pourtant, cette commune a mené une expérimentation de 2017 à 2021-22, vous allez préciser ça. Et il y a eu des capteurs, il y a eu des algorithmes, il y a eu des tableaux de bord, un vrai projet data, quoi, comme une grande collectivité, une grosse. Le projet a été mené en collaboration avec l'Université de Corse. Ça, c'est un élément, je pense, très intéressant. Éric Ferrari, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'était ce projet et quels étaient les objectifs de cette expérimentation à Cozzano ? Oui, alors, donc pour introduire le sujet, la Corse, c'est la plus petite région de France quand même. On a 360 000 habitants, donc vous voyez, c'est un petit quartier d'une grande ville. Et donc, on est obligé effectivement, dans l'approche de notre développement numérique, d'être à l'écoute des énergies qui se dégagent dans les territoires. Et en fait, Cozzano, le projet, c'est le projet d'une énergie militante de territoire, c'est-à-dire un maire qui avait une station hydroélectrique et qui s'est dit à un moment donné, et comment finalement j'associe mon territoire à ma station, à mon autonomie énergétique, comment j'associe mon territoire au fait qu'on a un territoire d'élevage, et cette réflexion, il a partagé un peu largement. Et d'autres énergies ont venu se fédérer à ce projet, notamment l'université, pour dire c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un smart? Alors en Corse, le village, on dit paese. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un smart paese? Et essayons d'en dessiner les contours. Et là, ils sont allés chercher d'autres énergies, et puis en réseautant, d'autres entreprises se sont associées, puis EDF Corse s'est associé aussi à l'initiative, et là, un projet est né. Bon, qui consistait à dire, moi je veux un tableau de bord pour mon territoire qui représente toutes les données de la vie de mon territoire. Je veux un tableau de bord de la vie de mon territoire en termes énergétiques, en termes de pâturage aussi et d'élevage. Je veux toutes les énergies qui vivent dans mon territoire, je veux les observer sur un tableau de bord. Voilà qu'est-ce qu'était le projet de Smart Paese. Alors, est-ce que vous avez pu
tiré un bilan de ce projet. Qu'est-ce qui en est sorti? Eh bien, pas vraiment. L'objectif scientifique n'a pas été atteint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, un ensemble de chercheurs de l'université a voulu modéliser ça autour d'un système d'information IoT et de collecte de données avec des tableaux de bord qui en suivaient. Ce n'est pas tout à fait ça qui en a résulté. Ce qui en a résulté, c'est en fait des énergies qui se sont exprimées sur un territoire autour de cette problématique qui n'a pas vraiment réussi, mais qui a réussi à fédérer en fait une prise de conscience sur le territoire de sa vitalité. Et c'est ce projet, en fait, il a eu plus une dimension sociologique que recherche et technique. Vous m'avez, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez raconté une anecdote. J'aimerais bien que vous la partagiez parce que on part d'un projet, on le conçoit, on imagine des tas de choses, et puis il y a la réalité du terrain. Bon, allez. Donc, je vais faire rire à l'assistance, mais ce n'est pas grave. Donc, dans ce projet Smart Paez, il y avait une dimension. Vous savez que l'élevage du porc en Corse se fait sur un élevage extensif, c'est-à-dire le porc est coureur dans des terres et parcourt des terres, et ça donne de la qualité aux produits. Et donc, l'idée, c'était de surveiller le parcours des porcs sur le périmètre du village. Le seul problème, c'est que les équipes ont équipé donc les porcs de GPS. Et évidemment, un beau matin, ils se sont aperçus très vite que les GPS disparaissaient. Donc, dans l'équipe de recherche, la disparition des GPS, c'était quelqu'un qui volait les GPS, bien évidemment. Et puis, au fil du temps, tous les GPS des porcs ont disparu. Et donc, ils ont surveillé les porcs avec des caméras infrarouges et ils se sont aperçus que les colliers des GPS des porcs étant en silicone, eh bien, les porcs se mangeaient les colliers de silicone les uns les autres et en même temps mangeaient le GPS. Et donc, le relevé sur les porcs n'a jamais pu marcher à cause du choix technique, dirons-nous, du collier silicone du porc. Et ils se sont repliés sur d'autres parcours, celui d'animaux comme les chèvres et les brebis. Mais c'est significatif du fait qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans une modélisation d'un projet, la réalité est tout autre de celle que l'on pouvait s'imaginer au moment où on l'écrivait sur le papier. Ça, finalement, c'est une sorte d'apprentissage de cette expérimentation, même si c'est un petit peu anecdotique. Dans l'esprit, c'est quand même l'apprentissage du terrain aussi. Ce projet, est-ce qu'il a fait germer des choses en Corse? Parce qu'il a eu lieu, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Ce projet, il a été catalyseur d'une prise de conscience dans l'ensemble des territoires de la Corse, puisqu'il s'est révélé comme un projet qui signifiait que pour une petite commune, tout était possible. Et que parfois, la présentation des Smart Cities effrayait un peu tout le monde. Et là, tous les maires de Corse se sont sentis potentiellement en mesure de développer son projet de Smart Paez. Et en fait, il y a eu une petite révolution culturelle autour de ce projet. Et comme je vous l'ai dit, c'est plus l'aspect sociologique et l'aspect intelligence collective qui a été la réussite de ce projet que les résultats qui étaient attendus sur le papier lorsqu'il a été conçu. Ça, c'est un élément intéressant. Par rapport à ce projet et puis en général aux projets qui sont menés, vous, collectivité de Corse, comment est-ce que vous accompagnez les projets? Est-ce que vous avez des dispositifs? Comment vous les soutenez? Quel est le... Oui, alors, la collectivité de Corse, depuis que nous avons fusionné en 2018, vous savez que la collectivité est une collectivité particulière puisqu'il n'y a plus de département en Corse. Les départements ont été fusionnés avec la région, donc on est une collectivité à statut particulier. Il se trouve qu'on a un état d'esprit nettement moins, entre guillemets, conquérant
vis-à-vis de notre façon d'envisager le déploiement du numérique. On est dans une démarche facilitatrice et émancipatrice vis-à-vis des initiatives de territoire. On ne veut pas caporaliser les actions de territoire. Donc on laisse la place à l'initiative locale et nous, on accompagne, on anime des communautés de façon à faire en sorte que le projet s'outille des compétences qu'il n'a pas, notamment dans nos territoires isolés. Et donc on offre des socles techniques, parfois des financements, mais aussi, et de plus en plus, notre souci, c'est d'offrir des capacités d'ingénierie et d'accompagnement de projet, mutualisées, évidemment. D'accord. Alors, on l'a entendu dans l'exemple corse, là, et ce sont des sujets qui reviennent souvent dans la conversation quand on parle des projets data territoriaux. Les collectivités ont besoin de soutien, d'accompagnement. Jacques l'a mentionné aussi, il y a un besoin de formation, etc. Alors, Jeanne Carès de Bock, moi je vous passe la parole et puis je voulais vous demander, à la Banque des Territoires, vous avez un poste un peu d'observation, on va dire, par rapport aux actions que vous menez. Quel est le panorama que vous percevez de ces projets dans les territoires ? Bonjour à tous. Donc oui, j'ai un poste d'observation, d'autant plus que on a un petit peu d'années de recul là, puisque dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, le programme de l'État qui accompagne la redynamisation de 222 villes moyennes, on a, nous, eu un volet innovation où on accompagnait ces villes dans leurs sujets d'innovation, transformation numérique et du coup données. Et c'est avec cette observation, cet accompagnement des territoires qu'aujourd'hui je dresse un panorama qui ne sera pas exhaustif. Je vais citer des territoires, pas d'autres, hein, ne m'en voulez pas. Donc, nous, ce qu'on voit, on voit les métropoles qui ont de nombreux projets structurés. On l'a vu aujourd'hui avec Toulouse, Nantes, Angers, Lyon, etc. On voit de plus en plus de collectivités moyennes et plus petites, pionnières, qui lancent également des projets data structurés. Je pense à Saint-Nazaire, à Châlons-en-Champagne. Et puis même en 2023, des territoires qui ont lancé des projets de territoires connectés. Je pense au pays de Montbéliard, avec un projet assez global de gestion des déchets, relations citoyens, etc. Mais pour beaucoup de collectivités moyennes et petites, on est quand même souvent sur des cas d'usage, des expérimentations qui ne permettent pas forcément le passage à l'échelle. Voilà ce qu'on voit et après je vais y revenir. Et puis enfin, on voit aussi beaucoup, Jacques en a parlé ce matin, des structures de mutualisation qui sont de plus en plus présentes sur ces sujets de la data. Donc on a les syndicats mixtes, les OPSN, donc on va citer le Finistère, l'Aude, donc le CIADEN, le SDEF, qui lancent des projets qui sont vraiment dédiés aux petits territoires et du coup les petites communes peuvent s'outiller grâce à ces projets. On a les régions. Vous allez en parler, mais on pense à Grand Est qui a été également lauréat de l'appel à projet lancé par l'État France 2030 territoire intelligent et durable, à Gourouane-Franche-Comté, etc. Centre-Val de Loire. Enfin voilà, on a un certain nombre de régions aussi qui outillent les petites collectivités. En ce qui concerne les thématiques, aujourd'hui, dans ce que nous voyons, les thématiques les plus présentes en matière d'exploitation des données, c'est depuis longtemps, en fait, classiquement, l'énergie et la mobilité. Le ROI de l'utilisation des données pour piloter la consommation des bâtiments publics, il est connu, il est établi, c'est bénéfique pour l'environnement, c'est bénéfique pour le porte-monnaie. Et quand cet hiver, les prix ont grimpé, on passe à Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est une petite ville qui avait lancé un projet de Smart City il y a très longtemps et qui a fait la une du journal de TF1 en disant qu'elle avait fait 30% d'économie d'énergie. Données de mobilité, stationnement aussi, utilisées depuis un certain temps. L'éclairage intelligent commence avant, en fait, quand les collectivités transformaient leur éclairage en LED, elles ne dotaient pas forcément toute cette transformation d'un système d'éclairage intelligent, et maintenant de plus en plus. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est l'exploitation dans d'autres domaines type l'environnement. Donc là, on va penser à la détection des fuites d'eau, à l'arrosage intelligent, à la gestion du patrimoine arboré, etc. Et puis évidemment au zéro artificialisation nette, où on se rend bien compte aujourd'hui qu'il va être difficile de faire de la planification écologique sans données.
Et je voudrais citer, par exemple, un accompagnement qu'on a fait. On a accompagné 6 territoires Action Cœur de Ville, donc des villes moyennes. Alors, je ne vais pas vous les citer, mais il y a Vitré, Fécamp, Niort, Saint-Omer, à identifier, mettre en place des cas d'usage au service de la transformation écologique. Et alors, ces territoires, ils ont choisi de travailler, donc 3 d'entre eux, sur la caractérisation des îlots de chaleur urbains. On en a parlé aujourd'hui à Toulouse. On voit aussi que les îlots de chaleur urbains, les villes petites, moyennes, travaillent aussi sur ces sujets-là. C'était le cas de Vitré, je crois. Vitré, Bayonne, Saint-Omer. On en a 2 qui ont choisi de travailler sur la connaissance du patrimoine arboré pour gérer les essences, gérer les plantations, etc. Et puis une qui a essayé de déployer une carto interactive à destination des citoyens. Avec toutes les 6, on l'a vu en fait, beaucoup de volonté d'utiliser la donnée pour échanger avec le citoyen. Et ça, c'était un peu inattendu, moi, dans l'accompagnement que j'ai fait de ces villes, que leur sujet environnement était aussi lié à comment j'informe mieux les citoyens, comment je fais remonter de l'information, etc. Beaucoup de sciences participatives. Est-ce qu'il y a des... Je me permets d'intervenir. Est-ce que dans ces expérimentations et de votre expérience, vous avez pu identifier les freins classiques, on va dire, ou récurrents, et peut-être typiques des petites et moyennes collectivités? Ouais, on a fait un listing des freins. Le premier, manque d'acculturation sur les sujets data et manque de connaissance des apports potentiels de la donnée. Mais honnêtement, de l'autre côté, on voit qu'il y a des retours sur investissement, qui soient financiers ou extra-financiers, des externalités positives qui ne sont pas toujours très documentées. Donc il y a des sujets où autant bâtiment on sait, mais il y a d'autres sujets où on ne sait pas vraiment ce que ça nous rapportera. Il y a un petit problème alors peut-être de faire savoir. Ils font, mais ils n'arrivent pas à communiquer dessus. Est-ce que c'est un... Non, je pense qu'en fait, c'est un frein pour le lancement de projet. En gros, c'est se dire, est-ce que je vais lancer un projet je manque de en fait, ça se cumule. Je manque de compétences en interne. Je vois l'effort perçu comme très élevé, alors que les bénéfices, ils ne sont pas clairs, donc c'est assez hypothétique. Difficulté d'accès aux données, qui sont parfois de qualité insuffisante. On a parlé des DSI tout à l'heure, et on voit dans les collectivités que ces DSI des villes moyennes, elles sont souvent, donc quand il y en a dans les villes moyennes, il y a des DSI, elles sont souvent débordées par le lancement de services numériques, portail citoyen, etc. Et du coup, pas forcément le temps d'aller sur ce sujet de la donnée. Et sur l'IA, j'en ai pas parlé. Je peux en dire un tout petit mot. Pour le coup, j'ai pas fait de panorama sur l'utilisation de l'IA dans les petits territoires. On a vu via le lancement France 2030 qu'il y a eu aujourd'hui France 2030, donc territoire intelligent et durable. Intelligence artificielle, il y a eu 4 lauréats. Dans ces 4 lauréats, on a un territoire de petite taille qui est Noisy-le-Grand, qui utilise l'IA pour cartographier, en fait, classifier ces bâtiments et pouvoir prioriser la rénovation énergétique des bâtiments. On sait qu'à Nevers, l'IA est utilisée pour détecter les fuites d'eau. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'autres panoramas. En fait, c'est normal, puisqu'en fait, ces villes, elles sont quand même assez... elles commencent sur les sujets data. Et l'IA, c'est le step d'après. Et sur les sujets LLM, pour le coup, je n'ai pas encore regardé. Ça fait partie de ma to-do pour voir comment les collectivités s'approprient ce sujet. Oui, là, on va démarrer avec l'IA et surtout avec la data, essayer d'avoir des données de qualité. Je parlais tout à l'heure d'accompagnement. La Banque des territoires a des dispositifs. Vous pouvez en dire un mot parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément connu. Non, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. J'ai envie de faire un peu de pub pour notre accompagnement. Donc ces freins, nous, on essaye de les lever. On essaye de les lever et j'ai une satisfaction parce qu'aussi en interne, c'est comme partout, nous aussi en interne, le sujet de la donnée, il n'est pas forcément priorisé. Et donc là, le nouveau plan stratégique de la Banque des territoires a une mesure phare sur l'accompagnement des territoires à la gestion de leurs données. Donc là, c'est une satisfaction. Et donc, on a mis en place un parcours data
qui s'adresse à tous les territoires, enfin plutôt petits et moyens, hein, ce sont vraiment les territoires avec lesquels on travaille, selon le niveau de maturité de la collectivité. Donc on a un premier step de sensibilisation où typiquement là on va publier une note de conjoncture sur où on est la data, l'IA dans les territoires, et on s'appuiera également sur le baromètre Data Publica. On fait ça avec la Poste. On publie ça le 16 novembre. Oui, notez bien la date du 16 novembre. Très important. Parce qu'on aura une diffusion web des territoires, donc vous pourrez y assister. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on édite des guides. On a fait un rétexte de notre accompagnement qu'on a fait des villes avec Open Data France, etc. Et puis, l'ingénierie. On a mis en place un accompagnement des collectivités. Donc, on propose à toutes les collectivités, que ce soit une collectivité commune EPCI ou même une collectivité de mutualisation qui veut accompagner les plus petites villes de son territoire. On a mis en place de l'ingénierie. Donc c'est quoi? On peut accompagner, on met à disposition des jours hommes de conseil gratuits. Ça va être 10, 20 jours hommes max, où on peut cofinancer des études. Et donc ça peut être tout type, on s'adapte vraiment aux besoins du territoire, que ce soit un diagnostic de mes données, de mon potentiel, une première feuille de route data, l'accompagnement à la gestion de cas d'usage, que ce soit de l'accompagnement au management, à l'orga, que ce soit au choix des outils. Enfin vraiment, on s'adapte aux besoins. On a lancé cet accompagnement. Et pour les villes Action Cœur de Ville, donc là c'est juste ces 200 villes Action Cœur de Ville, on peut aussi cofinancer des expérimentations et donc du fonctionnement. Sur le sujet de la formation dont on a parlé, on a envie de faire des choses, et là le chantier, c'est un chantier sur lequel on va s'atteler. On n'a pas encore fixé exactement ce qu'on va faire, mais on a envie de faire des choses parce qu'on voit bien que la formation, elle est clé sur ce sujet. Dernier petit mot pour les plus petites villes. Donc l'État a lancé un programme qui s'appelle Petites villes de demain, qui accompagne la redynamisation de 1700 petites villes qui ont un rôle de centralité en France. Et pour ces 1700 petites villes, nous on a mis en place gratuitement, et vous pouvez tous y aller en fait, c'est ouvert, un DataVis qui permet de data visualisation et de diagnostiquer en fait son territoire, data visualiser toutes les données, un certain nombre de données ouvertes de son territoire. Et donc on a le taux de vacances, les loyers, des comparaisons, les caractéristiques des logements, etc. Mais également on a acheté des données sur la fréquentation. Donc la collectivité peut aussi voir qui fréquente quand son centre-ville, quels sont les jours les plus fréquentés, est-ce que j'ai plus de fréquentation en juillet 2023 qu'en juillet 2022, etc. Et enfin, dernier mot, mais j'ai terminé. On est aussi investisseur. Donc là, c'est pas moi vraiment, j'accompagne les collectivités. On est aussi investisseur dans des solutions, dans des start-up qui peuvent aller ensuite proposer aux collectivités, des start-up de marché, qui peuvent aller proposer leurs solutions aux collectivités. Je pourrais citer Open Data Soft, qui accompagne les collectivités, ou Hexadone, qui propose des plateformes de données. Merci pour cette présentation. En termes de soutien et d'accompagnement, je voulais aussi avoir une autre forme d'accompagnement, celle de la région Pays de Loire. Olivier Guillon, parmi les dispositifs, il existe une offre Close Data. Donc Close Data, c'est une façon de partager des données, mais de manière fermée. Donc on ne les ouvre pas, en tout cas dans un premier temps. Vous allez mieux l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste cette offre, à qui elle s'adresse et ce qu'elle propose? Alors, le Close Data, l'objectif principal, c'est l'Open Data. Et pour comprendre la proposition de la région par rapport au Close Data, il faut d'abord comprendre ce que fait la région sur l'Open Data. Depuis 2012, la région est partenaire avec Nantes Métropole et le département de la Loire-Atlantique autour de l'Open Data. On a un projet mutualisé sur le territoire où chacun ouvre les données pour les acteurs de son territoire, facilite l'ouverture des données des acteurs de son territoire. Donc une plateforme commune qu'on finance en commun avec des conventions auprès des partenaires. Nantes Métropole pour les communes de Nantes Métropole, le département de la Loire-Atlantique pour les EPCI de Loire-Atlantique et la région pour les autres territoires. Et il y a quelques personnes qui sont ici qui effectivement font partie de ce partenariat et en bénéficient. Et les personnes, les acteurs qui bénéficient de l'Open Data peuvent passer une convention de Close Data. Pourquoi et à quoi ça correspond? En fait, c'est une demande à la base des territoires. Quand on a déployé cette offre-là, il y a des départements et des EPCI qui ont appris à maîtriser cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, qu'on met à leur disposition, elle permet de maîtriser ces données, avoir un catalogue de données, APIfier ces données, faire des actions simples
sur ces données-là sans avoir besoin d'un ETL, mettre en place une gouvernance des données. Est-ce qu'on peut juste dire ETL, décrypter un tout petit peu, si jamais il y a des gens qui ne sont pas dans la technique? ETL, c'est un outil qui permet d'extraire, transformer et charger les données. Et effectivement, comme c'est technique, le fait d'avoir une plateforme qui intègre ces fonctionnalités-là, ça ouvre l'accès à la gouvernance des données à des acteurs qui ne sont pas des techniciens. Et comme je l'ai entendu juste avant, il y a beaucoup de PCI ou de communes qui n'ont pas forcément de DSI, où ce sont des gens du métier qui doivent apprendre à maîtriser leurs données, qui demandent dans leur marché à ce que leurs prestataires leur restituent leurs données. Et pour ça, effectivement, le fait d'avoir cette plateforme-là, ça permet d'avoir un endroit où déposer ces données-là sans être technicien, avec des facilités techniques du coup pour le faire. Et donc, par contre, quand on ouvre de la donnée, quand on fait de l'open data, ce que demande la réglementation, c'est qu'on mette à disposition les données produites dans le cadre de l'activité de la collectivité. On n'est pas censé fabriquer des données pour les ouvrir. Et donc, on est dans une démarche de maîtrise de ces données et on est dans une démarche de remplir les compétences de la collectivité en exploitant les données. Et il se trouve que beaucoup de collectivités, en fait, n'ont pas des systèmes complexes de gestion de leurs données. Et donc, le fait de disposer de cette plateforme-là était devenu de fait une façon de remplir ce besoin-là. Et donc, ils nous ont fait la demande, est-ce qu'on peut utiliser la plateforme pour faire de l'exploitation ? Pas là encore de la diffusion, parce que les données ne sont pas prêtes à être diffusées. Il faut qu'on les dédoublonne, il faut qu'on les anonymise, il faut qu'on les agrège, il faut qu'on les mette au bon niveau de granularité. Donc, mais par contre, elles ne sont pas comme ça de base, mais la plateforme nous permet de le faire. Donc on a posé la question au groupement, est-ce qu'on peut faire en sorte que nos partenaires utilisent la plateforme Open Data pour faire du close data, parce que quand elles maîtriseront mieux leurs données, quand elles auront développé des compétences, elles ouvriront plus de données, elles feront un meilleur Open Data. Et nous-mêmes, à l'interne, à la région, on l'a fait nous-mêmes. On a appris à maîtriser nos données, on s'est urbanisé depuis, on a des tas de systèmes techniques, ETL, etc. Mais à l'origine, effectivement, on a commencé vraiment à mettre nos métiers dans cette logique donnée par l'Open Data. Et donc, on a obtenu avec nos partenaires en discutant, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on proposait, que nos régions proposent à nos partenaires de pouvoir passer une convention close data en plus de la convention open data pour pouvoir bénéficier d'une plateforme simple pour maîtriser leurs données avec le même socle technique que la plateforme open data. Voilà. L'idée, en fait, ça serait, si je comprends bien, hein, vous allez me dire, ça serait de les amener à l'open data en commençant par exemple avec du close data, pour qu'ils mettent bien les données au bon format, qu'il y ait une montée en qualité et qu'ensuite le process soit plus facile, finalement soit déjà construit pour faire de l'open data et pousser ces données-là vers de l'open data? Il n'y a pas d'open data s'il n'y a pas de data. Et en fait, quand on n'a pas de système autour de la donnée, la data qu'on a, c'est de la data d'exploitation, de production. Et une donnée de production, ce n'est pas une donnée ouvrable, parce que quand on ouvre une donnée, elle est dans un format d'échange, en fait. Elle est faite pour avoir des pivots, elle est faite pour pouvoir correspondre à certains référentiels extérieurs, et surtout, elle n'est pas explosée dans des tas de bases qui ne sont pas documentées et on ne connaît pas les liens entre elles. Donc il y a un travail à faire pour que la donnée soit accessible par quelqu'un au moins du métier. Et donc ce même travail, c'est ce qui permet quand on ouvre une donnée, d'ouvrir une donnée qui est exploitable. Voilà. Pour bien comprendre, j'aimerais bien prendre un exemple, et vous m'avez donné un exemple quand on préparait cette table ronde que j'ai trouvé assez parlant, qui permettait de vraiment comprendre cette offre close data. Lors de la crise du Covid, il y a eu des dispositifs financiers de soutien aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette plateforme a été utilisée, par qui, quel type de données il y avait, et est-ce qu'après tout ça, elles ont été ouvertes, ces données? Alors, on est en train de parler du fonds résilience. Donc le fonds résilience, c'est un fonds qui a été mis en place par la région pendant le Covid, qui était cofinancé entre tous les acteurs du territoire. Concrètement, dans le fonds résilience, la région met en place une enveloppe, en fait, et ensuite on lève des projets, dans des entreprises en tout cas à soutenir, et pour chaque entreprise à soutenir, quand la région met 100 €, la collectivité de l'entreprise, le PCI ou la commune met 100 €, voilà, ou le département. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut que Donc là, on est dans la donnée de production, on n'est pas dans de la donnée d'open data. On est vraiment en train d'exploiter, en train de mettre en place le service. Et pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut partager la donnée avec les partenaires. Il faut qu'ils voient combien il reste sur l'enveloppe, combien est déjà engagé. Il faut qu'ils voient aussi quels sont les dossiers qui sont en cours d'instruction, à quel niveau est l'instruction. Et quand l'instruction échoue parce qu'on ne remplit pas les critères, il faut qu'ils sachent que si j'ai 3 entreprises dans ma commune qui sont en cours d'instruction et qui ne remplissent pas les critères, je peux aller en chercher 3 autres parce qu'il reste de la place sur le fond. Donc pour ça, il faut créer une visibilité pour les partenaires du territoire sur le suivi en exploitation et en exécution du dispositif.
Donc ce qu'on a fait dans l'urgence, en fait, c'est qu'on a mis en place des requêtes qui extrayaient les données de notre système d'information financier pour pouvoir suivre en temps réel et le traitement des dossiers et en même temps le niveau d'engagement des enveloppes. Et ces données-là, on les a poussées sur la plateforme Open Data et on les a ensuite mis à disposition des EPCI, c'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert cette donnée-là. C'est une donnée d'exploitation, il y a des dossiers qui n'allaient jamais aboutir, il y avait potentiellement des données sensibles, pas encore anonymisées, parce qu'il fallait que les partenaires repèrent leur entreprise, etc. Donc on a mis en place une gestion de droit qui faisait que chaque partenaire pouvait accéder à cette donnée-là. Mais comme je vous l'ai dit, les partenaires ne sont pas des techniciens. Donc on a mis en place un tableau de bord complet qui permettait de voir à l'échelle de toute la région l'ensemble des dossiers, l'ensemble des enveloppes et de faire du drill down. C'est-à-dire que j'ai l'opération complète sur la région, je clique sur un département, je vois sur le département les EPCI, j'ai l'enveloppe de chaque EPCI, ce qui est consommé, ce qui reste, je rentre dans une EPCI, je vois les communes, et quand je suis dans la commune, je vois les dossiers, les entreprises, le niveau d'avancée du dossier. Et donc avec la gestion des droits, la plateforme nous a permis en fait pour chaque partenaire qu'il puisse voir à son niveau l'enveloppe, l'engagé, les dossiers en cours, l'état des dossiers. Donc on avait une plateforme effectivement de travail en temps réel avec les collectivités du territoire. J'allais vous demander qui avait accès à quoi, mais vous venez de répondre. Alors le département accédait en fait à tout ce qui le concernait et chaque EPCI à ce qui le concernait, chaque commune à ce qui la concernait. Et ces données ont été ouvertes ? Alors ces données, en fait, elles font partie d'un ensemble plus large, en fait, qui est l'ensemble des subventions de la région. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est voté est ouvert. Et sur la partie exécution, on est en train, comme je vous disais, d'expliquer nos systèmes et de s'organiser au niveau de nos systèmes. Donc on est en train de s'organiser justement pour pouvoir avoir la capacité à représenter correctement l'exécution de la région. Après, il y a les niveaux d'agrégation de la donnée qu'on va mettre en place, il y a les fonctionnalités d'administration, il y a du travail encore à faire, mais ce travail est en cours pour qu'on soit en capacité, en tout cas, de rendre compte aux élus et de rendre compte au bon niveau de granularité, avec le bon niveau d'anonymisation aussi aux citoyens. Merci. Alors on parlait des niveaux d'action et des EPCI, des communes, des régions. En vous entendant, en préparant cette table ronde, de mon expérience aussi chez Data Activist, j'ai l'impression qu'il y a un niveau où ça marche mieux, qui serait potentiellement l'intercommunalité. Vous, de vos expériences respectives, quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'il y a un niveau vraiment qui permet de plus facilement déclencher des projets? Qui est-ce qui veut répondre en premier? Éric Ferrari. Oui. C'est un peu difficile comme question pour ce qui nous concerne. Comme je vous l'ai dit, nous, quasiment toutes les structures sont sous taille critique. Le bon niveau, c'est le niveau d'intelligence collective, de mobilisation d'énergie qui peuvent être issus de plusieurs communes, de fédérations. Alors effectivement, ça peut être des fédérations administratives au sens des EPCI et des communes. Mais pour nous, ce n'est pas le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est cette énergie des hommes à vouloir construire le territoire de demain. Et c'est dans cette énergie, nous, qu'on essaie de capitaliser et de leur offrir les outils techniques dont ils ont besoin quand ils n'ont pas les moyens de les avoir à leur échelle. Et il faut savoir que dans notre territoire, c'est un peu particulier parce que le plafond de verre permanent, c'est justement d'atteindre la taille critique. Et donc, il ne faut jamais faire seul chez nous, il faut toujours faire en collectif et en transversalité. Jeanne, de votre panorama, vous avez parlé de communes et un petit peu de collectivité. Je trouve ça assez compliqué de répondre à cette question, surtout que moi-même, je ne suis pas collectivité. J'ai parlé aussi beaucoup de mutualisation. On voit qu'on prône quand même le fait de mutualiser et d'utiliser des acteurs de la mutualisation, qu'il peut y avoir des stratégies à des niveaux... à des échelons plus ou moins larges. Franchement, je trouve ça compliqué. Nous, on accompagne, c'est vrai que dans nos accompagnements, si on accompagne une commune, on essaiera de voir si on ne peut pas accompagner plutôt le PCI. Mais sur certains projets, Jacques l'a dit tout à l'heure, en fait, chaque collectivité a ses compétences et elle ne peut pas ne pas se servir de la donnée sur ses compétences. Il y a quand même ce sujet-là où la data nourrit les compétences de chaque échelon. Alors, côté région, nous, notre élu de référence, c'est Constance Nebula, qui est également présidente d'Open Data France. Et elle a assez bien, je pense, répondu à cette question-là en disant que ce qu'elle attend aujourd'hui d'Open Data France et ce qu'elle attend aussi de la région, c'est d'aller chercher les collectivités qui ne sont pas aujourd'hui dans la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un niveau qui est déjà engagé au niveau des régions,
les départements aussi pour certains sont engagés, et il y a plus, en tout cas au niveau de l'open data, à faire aujourd'hui au niveau des EPCI. Il y a des EPCI d'engagés, il y en a beaucoup, mais pas encore toutes, et encore plus des communes. Et aujourd'hui, là où en tout cas on peut concentrer nos efforts pour améliorer les choses, c'est d'aller chercher ces acteurs, qui est justement faciliter l'accès pour ces acteurs-là au travail sur la donnée ou à la collaboration autour de la donnée. D'accord. Pour déclencher ces projets, je vous pose la question aussi ouvertement à tous les trois, chacun répondra comme il veut. On a vu qu'il y avait beaucoup quand même de mutualisation, qu'il fallait de la coopération, il y avait une question de qualité, de soutien, d'accompagnement. Ça fait un peu comme des mots-clés. Moi, j'aimerais bien savoir de vos expériences et de vos points de vue, est-ce qu'il y a des mots-clés, des notions, des ingrédients qui sont nécessaires pour réussir à déclencher un projet data ou IA dans une petite collectivité ou une moyenne collectivité? Est-ce qu'il y a vraiment des clés? Comme je le disais, nous, notre question qui a parcouru finalement la définition du cadre stratégique du schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, ça a été un numérique choisi plutôt qu'un numérique subi. Très vite, ce qui s'est révélé comme l'outil fédérateur de ceux qui ont contribué à élaborer ce document, ça a été de dire il y a des valeurs éthiques sur lesquelles il faut qu'on fasse reposer notre démarche. Et les valeurs éthiques, elles vont du commun, de la confiance, de la frugalité aussi dans les outils numériques que l'on déploie, donc de valeurs qui sont des valeurs, des fondamentaux qui permettent un peu une forme d'émancipation de l'initiative. Et c'est autour de ces fondamentaux d'ailleurs que se sont fabriqués différents projets comme celui de Porto Vecchio qui a été lauréat de l'appel à projet territoire connecté et intelligent. Et donc, nous voyons que c'est autour de valeurs fondamentales et notamment aussi d'une donnée éthique que se construit la Corse de demain pour ce qui nous concerne. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir de très beaux projets, mais des projets qui sont contre l'éthique. Par exemple, nous ne sommes pas favorables à ce que demain vienne s'installer en Corse une start-up qui fasse de la reconnaissance faciale. Alors je le dis un peu très clairement, mais on n'est pas favorable. Donc il peut y avoir de très bons projets qui s'installent ailleurs, qu'ils aillent faire leur reconnaissance faciale ailleurs, mais en tout cas, ce n'est pas le projet que financera la région en priorité. Par contre, d'autres projets plus éthiques, plus émancipateurs pour notre société, ceux-là, oui, on est preneur. Très bien. Alors, valeurs éthiques. Jeanne, Olivier, vous, est-ce que, de votre expérience, vous avez en tête des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour déclencher des projets? Il faut que ça vienne du territoire, il faut que ce soit un projet du territoire, et nous, on est à disposition pour aider, accompagner, offrir des moyens, quoi. Nous, ce qu'on a vu pour lancer les projets, c'est qu'il n'y a pas de... Moi, j'estime qu'il n'y a pas de recette unique. Une collectivité va lancer un cas d'usage, deux cas d'usage, et ensuite se poser la question d'une stratégie data. Une autre va vouloir rentrer sur le sujet global. Ce qu'on a vu, au-delà de l'expérimentation, puisqu'on a accompagné des expérimentations, pour déployer, il faut un portage politique. On a vu des expérimentations où ça s'arrêtait parce qu'en fait, les techniciens avaient fait l'expé, mais après, s'il n'y a pas de portage politique, compliqué. Ce qu'on a vu aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, puisque avec Open Data France, on a mené plusieurs accompagnements de territoire. Je vous ai parlé des cas d'usage sur la transition écologique. Mais on avait aussi accompagné 10 villes il y a 2-3 ans sur des cas d'usage liés à la mobilité et à l'attractivité. Et en fait, ce que j'ai vu, ce qui marchait bien et quasi systématiquement, ce qui était intéressant, c'est qu'arriver pour mettre en place, et on en a parlé tout à l'heure, un binôme métier. Et alors là, c'était soit DSI, soit SIG, soit agence d'Urba. C'est vrai que quand il y avait des agences d'Urba, on voyait que tout de suite, le projet allait un peu plus vite. Mais en tout cas, ce binôme métier, j'ai trouvé très intéressant. Et il s'est fait systématiquement. Puis tout à l'heure, on a parlé de la formation, qui est vraiment un enjeu. Mais aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai fait un panorama des formations. Et en fait, j'y vais avec le CNFPT, etc.
peu de collectivités vont former leurs agents sur ces sujets-là. Donc le sujet, il est que des formations existent, mais aussi qu'elles aillent former des agents. Oui, que les collectivités soient en demande aussi de ces formations. Alors je note le portage politique, effectivement, élément essentiel probablement. Peut-être aussi la dimension de la pérennité, de comment on passe après à quelque chose de viable. Et puis le binôme métier et la formation. Je vais ouvrir les questions à la salle. On a 10 minutes, quasiment, un tout petit peu moins. Donc si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Il y a une main déjà de levée, donc je vais attendre la question. Bonjour, merci beaucoup. J'étais curieux de savoir quel genre de priorité pour éduquer justement les acteurs des territoires vous auriez en tête. Comment est-ce que vous suggéreriez de mieux former aussi les acteurs locaux à pouvoir utiliser ou à monter leurs propres projets de données? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des étapes qui manquent un petit peu en termes de connaissances ou de compréhension, surtout au niveau micro-local, comme par exemple à Porto-Vecchio. Merci. Qui est-ce qui veut répondre? C'est libre. Vous avez fait de la formation, vous, par exemple, Eric, sur les projets en Corse? Oui, c'est tout l'intérêt, si vous voulez, d'une démarche qu'on a d'accompagnement, c'est de faire en fait une acculturation aussi aux questions numériques. Cette acculturation, elle investit un peu tous les sujets, tout azimut, à partir du moment où émerge une préoccupation dans un territoire. Et cette expression-là, on s'aperçoit qu'il faut structurer un peu notre action pour la rationaliser demain. Et évidemment, nous comptons mettre en place une structure d'accompagnement et d'ingénierie qui s'appellera Service public de la donnée de la Corse, et qui aura pour mission justement cette démarche d'accompagnement, d'acculturation aux questions éthiques aussi et aux questions d'usage de la donnée. Je vous disais que c'est un chantier sur lequel on s'attelle, donc on n'a pas du tout terminé. Ce qu'on a identifié, c'est peut-être essayer de lancer des formations acculturation et puis des formations plus pratiques sur vraiment mise en place de cas d'usage. Troisième sujet identifié, et ça on le fait avec Open Data France, c'est le sujet d'aller former les agents métiers et pas forcément des gens qui travailleront sur la data. J'ai parlé avec le CNFPT qui me disait que comme leurs formations data sont pas forcément très remplies, ils voudraient essayer de voir dans tous les métiers comment avoir aussi un module data à chaque métier. Après, c'est des pistes qu'on va essayer. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Ça serait un peu dans l'esprit de, comme il y a de la donnée partout, c'est intéressant quand même d'avoir des gens formés, au moins sensibilisés à ce sujet dans tous les métiers et tous les services, quoi. Est-ce qu'il y a... En fait, dans les villes moyennes, micro. Dans les villes moyennes, on le voit, le métier ne peut pas toujours s'appuyer sur le sigiste. Quand il y a un sigiste, et ils nous l'ont dit, en fait, parfois le sigiste est dans la DSI, donc en fait, il fait du boulot de la DSI, et du coup, le métier qui a besoin de données, le sigiste est trop débordé. Donc les métiers ont aussi besoin, eux, d'avoir un peu de compétences, dirons-nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Un micro arrive. Vous parlez du CNFPT, mais il y a les AMF, parce qu'effectivement, sans portage politique, ça s'arrête très vite. Et les élus ne sont absolument pas acclimatés à la question. Tout à fait. Et du coup, on réfléchit... Prends ton micro. Territoire, c'est pas notre cœur de métier de former, donc c'est pour ça que j'en suis vraiment au début. Mais du coup, on aurait peut-être il faudrait qu'on fasse des partenariats avec des acteurs, parce que ça, nous, on fera pas. Hein. On n'est pas formateurs, nous, la Banque des Territoires, mais faire des partenariats avec des acteurs pour former élus, agents. Excusez-moi pour l'oubli. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir auprès des élus. Je vais quand même citer Civitéo et Data Activiste, parce que bon, on le fait, donc ça serait quand même bizarre de ne pas le mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique des territoires, petits territoires, data? Non?
Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore un petit peu plus tôt. Après tout, il va être bientôt l'heure de manger, donc je pense que peut-être vous êtes un peu pressés. On va voir. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. On a vu là, je vais juste conclure et présenter la personne qui arrive derrière. Comme ça, vous saurez qui va venir sur scène ensuite. On a vu quand même qu'il y avait des mots-clés et que portage politique, formation, territoire, issu du terrain, c'était quand même des notions très très importantes pour développer des projets. Donc si vous êtes des collectivités et que vous avez des projets, surtout, allez-y, foncez, parce qu'il y a des gens qui peuvent être là pour vous aider, vous accompagner. C'est des mots, tout ça, éthique aussi, qu'on va entendre toute la journée. Reproductibilité, pérennité des expérimentations, c'est très important aussi de pouvoir garder dans le temps et faire en fait que la maintenance va se faire, que le projet va continuer à vivre après les 2 ans par exemple de financement. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui vont être aussi abordées lors des autres conférences. Donc vous allez pouvoir continuer sur ce sujet de data et IA. Tout de suite, dans cette salle, après nous, François-William Croteau, qui est le PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine, et qui interviendra sur le thème Data, municipalité et enjeux, un citoyen mondial. Merci beaucoup d'être venu et pour les questions. Et bonne suite de Salon Data.